Les consignes de sécurité sont comme tous les TP qui se font en atelier, que vous devez porter une blouse, que vous devez porter des chaussures fermées, que vous devez porter des pantalons longs, pour pas qu'il y ait des risques pour vos jambes. Alors à cette époque de l'année, en hiver, ça pose pas trop de problème, mais quand on va progresser dans l'année et qu'on va s'approcher des beaux jours, ce sera plus difficile pour vous d'éviter les tongs et autres chaussures ouvertes ou pantalons courts. Donc je vous le dis maintenant, mais il faudra respecter cette consigne longtemps. Comme on va manipuler des produits chimiques, il y a des systèmes de protection qui sont mis en place de façon structurelle dans le labo, mais vous avez aussi, vous, des précautions à prendre. Alors les solutions incluses dans le labo sont les systèmes de ventilation. Il y a de l'air qui est soufflé en haut et qui est aspiré par les ventilations latérales. Mais vous, en plus, vous devez éventuellement porter un masque pour certaines opérations qui sont particulièrement exposées au styrène et autres produits chimiques. Vous devez surtout porter des lunettes pour vous protéger des projections de résine, d'acétone et autres produits chimiques, mais c'est essentiellement ça que l'on va manipuler. Je vous rappelle que le pire des produits que l'on va manipuler, le pire pour votre santé, le plus dangereux, c'est le catalyseur, qu'on retrouve dans les doseurs de catalyseurs, comme ça. Ces produits-là sont particulièrement corrosifs et agressifs, donc surtout pour ça, protégez-vous les yeux, faites attention de ne pas en ingurgiter, c'est donc très agressif. Si vous en mettez dans les yeux, vous pouvez vous les abîmer gravement, voire définitivement. D'accord ? Donc vraiment à manipuler avec beaucoup de précautions. Si toutefois vous mettez quelque chose dans l'œil, un peu de résine ou d'acétone, c'est déjà arrivé, on a des systèmes de rince-œil, d'accord, où on va plaquer sur l'œil un dispositif et on va injecter de l'eau pour essayer de rincer à l'eau votre œil de façon à le rincer. Bon, c'est douloureux pour la plupart des produits, c'est pas dangereux, sauf pour le PMEC. Donc pour le PMEC, faites bien attention d'utiliser des lunettes. Pour vous protéger les mains, alors contre les agressions des produits chimiques, mais aussi tout simplement pour des questions de propreté, vous utilisez des gants en latex. Si certains sont allergiques aux gants en latex, on a aussi des gants en vinyle. Il suffit de me les demander, ce n'est pas ceux que je mets à disposition en priorité parce que ils résistent plutôt moins bien à l'acétone, ils résistent plutôt moins bien aux produits chimiques que l'on utilise. Donc ceux-là, les gants en latex sont beaucoup plus adaptés en première indication, sauf si vous êtes allergique. Il y a aussi des surchaussures, des espèces de petits pochons que l'on met sur les chaussures, qui sont plutôt faits pour protéger le sol, pour que si vous allez dans une zone qui est avec du gel coat ou de la résine au sol, et que vous sortez de cette zone-là, vous enlevez les pochons pour éviter de mettre de la résine partout. Si vous faites tomber de la résine ou si vous voyez de la résine par terre, il faut tout de suite le nettoyer avant que quelqu'un marche dessus et en mette partout dans tout le labo. Donc pour le nettoyer, tout se nettoie à l'acétone et uniquement à l'acétone. D'accord ? Ce n'est pas la peine d'essayer de rincer quelque chose qui est souillé avec de la résine, d'essayer de le rincer avec de l'eau, ça n'a aucune efficacité, ça sert strictement à rien. Donc l'acétone, vous en avez à disposition ici dans une sorte de fontaine. Ce n'est pas de l'eau, donc ce n'est pas parce qu'il y a un robinet qu'il faut l'utiliser comme un robinet d'eau. C'est un produit chimique qu'il faut économiser parce qu'il est coûteux. Donc si vous voulez rincer ou nettoyer quelque chose, vous prenez du papier chiffon, papier d'essuyage, vous mettez un petit peu d'acétone dessus et vous allez nettoyer votre blouse si vous en avez mis sous la blouse, le sol si vous en avez mis sur le sol. Donc ce moule de coque de canoë, il est de couleur verte parce que c'est un gel coat spécial moule. Ce n'est pas le même gel coat que vous allez utiliser pour faire la pièce. D'ailleurs, il est d'une couleur très différente du gel coat qui va servir à faire la pièce, de façon à ce qu'on puisse bien savoir si on a mis la bonne quantité de gel coat sur le moule. La partie qui est fonctionnelle pour la pièce, c'est celle qui est là et qui va s'arrêter à cette limite ici.
La surface qui est ici, c'est ce qu'on appelle la plage technique qui va nous servir à faire la zone de vide, à faire la zone de drainage de l'air, etc. Donc c'est une zone fonctionnelle pour fabriquer la pièce, mais qui n'est pas fonctionnelle pour le bateau. Le moule doit être d'abord nettoyé correctement. Pour le nettoyer correctement, le mieux est d'utiliser du papier chiffon, d'accord, pour le nettoyer. Si éventuellement il y a des petits restes de résine, vous pouvez les enlever avec une spatule en plastique et pas en métal. Éventuellement en bois aussi, en bois ou en plastique, mais pas en métal parce que vous risquez d'attaquer le moule. Donc sinon vous le nettoyez un petit coup rapide avec du papier. Il faut éviter l'air comprimé qui va projeter les poussières et qui peut vous les renvoyer dans les yeux. Donc pour des questions de sécurité, on n'utilise pas d'air comprimé pour nettoyer un moule comme ça. Éventuellement, s'il y a beaucoup de cochonneries à l'intérieur, on peut utiliser un aspirateur, d'accord, mais pas d'air comprimé. Une fois que vous avez correctement nettoyé le moule, bon, je vous le fais rapidement, on va le cirer. Pour le cirer, on utilise plusieurs types de cire possibles. Là, on utilise de la cire en pâte, qui ressemble à de la cire à chaussures. Vous avez normalement à l'intérieur un petit bout de mousse qui peut vous aider à cirer le moule. Donc vous prenez un petit peu de cire et vous allez appliquer de la cire partout en faisant des petits ronds de 10 cm de façon très méthodique pour être sûr de ne rien oublier comme surface et notamment de ne pas oublier la plage technique. Ces petits ronds qui superposent un passage sur un passage précédent vous garantissent que vous n'avez pas oublié de zone dans le moule. Une fois que vous avez fait comme ça tout le moule, vous refermez le pot de cire qui doit être maintenu fermé pour éviter que les solvants ne s'évaporent et qu'ils perdent de sa viscosité, de sa qualité, de sa fluidité. D'accord ? Une fois que la cire est dure, c'est-à-dire que vous avez attendu 10 minutes, un quart d'heure, à ce moment-là, on va pouvoir lustrer le moule de façon à retrouver sa brillance avec un chiffon en coton propre. D'accord ? Vous n'utilisez pas un chiffon sur lequel il y a des fibres de verre qui pourraient être agressives pour le moule. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lustrer le moule pour retrouver la brillance du moule. Bon, là, c'est un petit peu tôt, mais vous attendez 10 minutes de façon à ce que la cire qui est sur le moule sèche. Et une fois qu'elle est sèche, vous veniez lustrer le moule pour retrouver la brillance du moule. Cette brillance-là, on la retrouvera sur la pièce. Ce moule-là a été utilisé de nombreuses fois auparavant, donc il ne nécessite qu'une seule couche de cire. Si le moule était neuf, on en passerait plutôt une dizaine de couches, mais là, le moule a déjà été bien utilisé. La porosité du moule a été déjà remplie par de la cire. Il n'y a pas trop de risque de collage avec un moule comme celui-ci. Vu que la partie fonctionnelle du canoë, c'est uniquement la partie qui est là à l'intérieur et qu'ici, c'est uniquement la plage technique sur laquelle on va venir coller des joints d'étanchéité, il faut éviter qu'il y ait sur la plage technique du gel coat. Quand on va projeter le gel coat au pistolet, on va en mettre un petit peu partout. Pour éviter de gel coater cette surface-là, vous allez venir disposer des caches papier de forme un peu approximative tout autour sur la plage technique à disons 1 cm ou limite jusqu'au bord du moule. Pour éviter que ces papiers s'envolent lors de la projection avec de l'air comprimé, vous mettrez quelques bouts de scotch pour que ça se tienne. Dès qu'on aura fini de gel coater, on enlèvera ces papiers et on aura derrière une surface propre. Donc ce pistolet est un pistolet de peintre par gravité, c'est-à-dire que c'est par gravité que le gel coat va descendre et grâce à l'air comprimé qui arrive par le tuyau, qui va entraîner par effet Venturi le gel coat qui arrive par en haut. Donc on va projeter en même temps du gel coat et de l'air comprimé qui va se pulvériser sur le moule. C'est très pratique parce que du coup il y a très peu à nettoyer. Et on peut donc faire des couleurs différentes, rigolotes, sans problème, alors que sur une gel coateuse, il faudrait nettoyer toute la machine lorsque l'on change de couleur.
L'inconvénient, c'est qu'on projette en même temps de l'air mélangé au gel coat et ces micro-porosités, ces micro-bulles d'air, on va les retrouver dans le gel coat et donc la qualité de notre gel coat sera moins bonne. La protection que représente le gel coat pour la pièce composite sera moins bonne. Donc industriellement, on n'utilise pas ça. On utilise ça que pour des petites retouches ou en dépannage ou pour des petites pièces, pour des couleurs originales, mais pas en production. En production, on utilise la gel coateuse. On la décompose. Alors, il y a le godet qui peut se démonter. Hein. Le produit va se mettre là à l'intérieur. On referme pour éviter que dans des manipulations, on risque de le renverser. La partie qui est là à l'intérieur, on retrouve ici un cache qui va permettre de canaliser l'air qu'il y a autour. On démonte la buse systématiquement. Là, elle a été toute bien démontée, toute bien graissée pour que ça se passe bien. Ça, c'est la buse qu'il faudra bien nettoyer à la fin pour garantir qu'elle soit bien propre à l'intérieur. Ici, il y a l'aiguille qui va permettre d'ouvrir ou fermer l'arrivée d'air et de gel coat. Donc cette aiguille-là, on la démontera aussi à la fin pour que tout ce qui est à l'intérieur soit bien nettoyé. On la nettoiera à l'acétone en faisant circuler de l'acétone à l'intérieur. Bon. Je remonte le tout. Cette partie-là doit être étanche et bien serrée, donc je la serre à la clé. Et on remonte le chapeau. Le chapeau doit être mis ici de façon horizontale, de façon à ce que l'air qui va conformer la forme du jet soit bien vertical. Les peintres aiment bien avoir un jet qui soit vertical de façon à pouvoir balayer latéralement comme ça. D'accord ? Et pour qu'il soit bien vertical, il faut que l'air arrive de part et d'autre. Dans ce pistolet-là, on mettra un mélange de gel coat et de catalyseur. Donc le catalyseur sera à l'intérieur. On disposera qu'environ un quart d'heure pour projeter le gel coat avant qu'il ne durcisse. Et dès qu'on sent qu'il commence à durcir, on rince immédiatement le pistolet pour pas que du gel coat prenne à l'intérieur. Voilà. Le gel coat qui va être utilisé avec un pistolet comme ça doit être préparé avant, doit être fluidifié parce que le gel coat que l'on achète de façon standard est fait pour être appliqué à la machine sous forte pression. Là, pour qu'il puisse passer dans un petit pistolet comme ça, il faut le fluidifier. On va le fluidifier avec du styrène monomère. On va rajouter dedans 8% de styrène monomère. Donc dans le gel coat, on va rajouter 8% de styrène monomère sur la quantité de gel coat que l'on sait que l'on va projeter sur le moule. Et juste avant de mettre la quantité de gel coat qui va être projetée, on va catalyser une petite quantité correspondant au godet de peinture. Donc pour 600 g de gel coat, j'ai préparé 2% de catalyseur, soit 12 grammes, donc 12 centilitres, que je mélange dedans. Hop. Je fais ça au dernier moment, parce qu'à partir du moment où je mets le catalyseur dans le gel coat, je dispose d'en gros un quart d'heure à 20 minutes. Donc je n'ai pas catalysé tout de suite les 2 kg de gel coat que je vais mettre dans le canoë. Je me contente de catalyser uniquement 600 g. 600 g, c'est la contenance d'un godet de pistolet par gravité. On homogénéise bien le catalyseur avec le gel coat. Quand on est sûr que c'est bien homogénéisé, on récupère notre pistolet, on remplit le pistolet. On ferme le couvercle pour éviter de le renverser et on n'a plus qu'à le brancher à l'air comprimé. Je commence par les zones les plus difficiles. Les zones les plus difficiles sont les recoins du moule, les zones qui sont difficiles d'accès. Donc je vais attaquer ces zones délicates et en essayant d'avoir un mouvement qui soit un mouvement lent et progressif et pas
un va-et-vient rapide et imprécis. Il vaut mieux en mettre trop que ne pas en mettre assez. On s'arrête lorsque déjà on ne voit plus la couleur du moule qu'il y a dessous, c'est-à-dire la couleur verte, et qu'on sent que c'est bien chargé, que la surface n'est plus crépitante, mais relativement lisse et brillante. On regarde s'il en manque et on en rajoute tout de suite s'il en manque un petit peu. On fait zone par zone, on va progresser de l'avant du canoë jusqu'à l'arrière du canoë, progressivement, en mettant tout de suite la bonne quantité. Il faut éviter de revenir sur la zone que l'on a déjà préalablement gelcotée. S'il fait des petits à-coups comme ça, c'est qu'il doit y avoir une petite prise d'air à l'intérieur. C'est pas très grave. On va faire avec, on corrigera le tir lors du prochain godet de gel-cote. Il est amoureux parce qu'il est relativement sec, c'est-à-dire que ça fait plus de traces sur le doigt. Le gel-cote est gélifié, mais en même temps il est légèrement poisseux parce que la réticulation n'est pas complètement terminée. Donc ce sont les conditions idéales pour venir stratifier la suite, de façon à ce que la fin de la réticulation du gel-cote se fasse sur la stratification qu'il va y avoir par-dessus. Alors on va pouvoir placer les pièces de fibres dans le moule. Donc ces pièces qui ont été découpées avec des gabarits de découpe, on va les placer dans le moule. Alors celle-là c'est la pièce centrale, je la place au centre approximativement. J'essaye de partir du milieu et de bien la plaquer vers l'extérieur. Là peut-être que je peux le décoller un petit peu. Vous voyez, on sent que ça colle, ça poisse légèrement. Plaque bien comme ça. Si ça a tendance à faire des plis ici, l'avantage d'utiliser du mat, c'est que éventuellement on peut le déchirer de façon à ce que ça se superpose comme ça. Il vaut mieux le déchirer que le découper de net, parce que si vous le découpez de net, ça fait une petite marche, alors que déchirer, les fibres se superposent les unes aux autres et ça fait une certaine continuité. D'accord ? Donc là on essaye de correctement le plaquer. Pas besoin, peut-être un peu ici. Allez hop, on déchire un petit peu. Voilà. Ça va se plaquer comme ça, d'accord ? Il y aura la bâche à vide dessus qui va plaquer le tout contre le moule. Donc ça c'est la première couche de mat. On va en mettre une couche partout. La suivante va se superposer de 5 cm avec la précédente. Pareil à l'arrière. Et ensuite dessus on mettra une couche beaucoup plus épaisse, beaucoup plus structurelle avec un Rovimat, c'est-à-dire un tissu beaucoup plus costaud. Et là, on essaie de faire en sorte que cette plaque dessus. Pour les pointes, en fait, c'est un peu délicat. Comme la forme est vraiment très gauche, on va être obligé de l'aider un petit peu à prendre le virage. Voilà, on lui fait faire une forme un peu comme ça. Et puis on va plutôt aligner donc le côté qui était plutôt arrondi, là en haut. On va essayer d'arrondir ce bord sur ce côté-là. Et le côté droit sera aligné avec l'axe du kayak dans le fond. Donc on va plutôt découper un peu comme ça, pour que ça puisse prendre le virage là-haut. Et on va s'aligner ici sur le bord. J'hésite pas même à redéchirer encore un peu plus par là, pour que ça vienne bien plaquer dans le fond. Voilà. Bon, de toute façon, le vide qui mettra la bâche sous pression viendra plaquer
bien le tout. Je vérifie que là, oui, là j'ai l'impression que, vous voyez, mes deux fibres, elles ne se superposent pas, elles sont juste l'une à côté de l'autre. Donc il faut que je descende, ou éventuellement même que je rajoute une petite pièce. Peut-être que le... Voilà, il faut en tout cas qu'il y ait superposition pour qu'il y ait continuité structurelle. Voilà. Donc tout autour de notre pièce, sur la plage technique du moule, je vais mettre une bande de tissu d'arrachage parce qu'elle aura deux fonctions. Première fonction, c'est que sur cette bande de tissu d'arrachage, je mettrai la spirale d'aspiration du vide et que si de la résine arrive jusqu'à cette spirale, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de l'arracher s'il y a un tissu d'arrachage dessous. Et la deuxième fonction de ce tissu d'arrachage, c'est de drainer l'air entre l'air qui est dans les fibres et l'air qui va être aspiré par la pompe à vide. Donc deux fonctions pour ce tissu d'arrachage. Pouvoir arracher la spirale pleine de résine. Deuxième fonction, faire le lien pour aspirer l'air qui est sous la bâche dans les fibres. Tout autour, je vais mettre sur le tissu d'arrachage la spirale qui servira à aspirer l'air dans le moule. Si la spirale est trop courte, je peux la rallonger facilement avec un autre petit bout. Et ensuite, de bout en bout, on va faire tout le tour du moule. Une deuxième spirale va être mise au milieu du moule pour faire l'alimentation en résine. Pour relier la pompe à vide à l'ensemble du moule, je vais raccorder les deux tuyaux, les deux spirales qui sont autour du moule, que je vais relier par un tuyau qui n'est pas une spirale. Le tout passe par l'intermédiaire d'un piège à résine. Tac. Et de ce piège à résine, je relie la pompe à vide. La spirale d'alimentation qui va se trouver tout au long de la pièce doit pouvoir s'arracher lorsqu'elle sera pleine de résine et durcie. Donc je vais utiliser là encore un tissu d'arrachage qui se positionnera en dessous de cette spirale d'alimentation. Et sur ce tissu d'arrachage, je viens disposer ma spirale d'alimentation en résine. Cette spirale d'alimentation en résine ne doit pas être reliée aux spirales d'aspiration du vide, puisque la résine devra progresser depuis cette spirale d'alimentation jusqu'à la spirale d'aspiration et en traversant la pièce. Voilà. On va jusque-là. Relié à cette spirale d'alimentation, il y aura deux tuyaux d'arrivée de résine qui iront du pot de résine catalysée jusqu'à la spirale d'alimentation et qui traverseront la bâche. Pour relier le tuyau d'arrivée de résine à la spirale d'alimentation, je mets deux T disposés à peu près à un tiers du moule. Voilà, qui traverseront la bâche. Un ici et un par là. La position n'est pas très précise, hein, c'est environ un tiers. Tout autour du moule, pour faire l'étanchéité entre le moule et la bâche, je vais disposer d'un joint d'étanchéité qu'on appelle aussi gutta. Je le pose en faisant attention qu'il n'y ait pas dessous de fibres qui pourraient faire des fuites. Je ne le découvre pas de son petit film de protection. Je le découvrirai au dernier moment.
J'appuie pas non plus énormément parce que si j'ai besoin de le décoller, je serais content qu'il ne soit pas trop collé. Donc pour le moment, je me contente d'appuyer légèrement sur ce joint. Pour garantir l'étanchéité entre la bâche et le tuyau qui va sortir, enfin qui va alimenter la résine à cet endroit-là, je vais mettre un petit peu de joint d'étanchéité à ce niveau-là. Voilà. Je mettrai la bâche qui passera au travers, je mettrai le tuyau et je remettrai du joint d'étanchéité entre le tuyau et la bâche. Il est très important qu'à cet endroit-là, il n'y ait pas de fuite parce que de l'air qui rentre dans la pièce à ce niveau-là va faire des bulles d'air que l'on va retrouver dans toute la pièce. Alors qu'une fuite d'air sur le bord de la pièce, c'est-à-dire à proximité de la spirale d'aspiration, ne générera pas de défaut dans la pièce. Puisque toutes les bulles qui rentreront à ce niveau-là seront directement aspirées par la pompe à vide. On va pouvoir maintenant dérouler la bâche à vide. Il faut qu'elle soit plus longue d'au moins 1 mètre de la longueur du moule, c'est-à-dire qu'elle doit dépasser de 50 cm à l'arrière du canoë et de 50 cm à l'avant du canoë. Allez-y, déroulez. Je la tiens à peu près par ici. C'est de la bâche à vide en polyamide. Ça résiste bien à la température, ça résiste bien au déchirement et c'est indéformable. Donc il faut qu'elle fasse 50 cm de plus que le bout du moule. La surlongueur de bâche va permettre à la bâche d'aller dans le fond du moule. On va commencer à coller la bâche sur les bords en partant du milieu. On aligne le bord à peu près au milieu, on enlève la protection du joint et on commence à le plaquer progressivement. J'arrache un petit peu l'excédent là, voilà, pour pas qu'elle nous gêne trop. J'enlève la protection et je colle directement. J'appuie pas trop pour le moment sur la bâche parce que si j'ai besoin de décoller la bâche du joint, si elle est trop collée, c'est difficile. Si j'ai besoin de le décoller, il vaut mieux que je tire un coup sec, comme ça, que de tirer doucement. Si je tire doucement, le joint va s'allonger, s'étirer, et voilà, ça ne se passera pas très bien. Si je tire un coup sec, ça se décolle bien. Lorsque je suis à peu près au niveau de la prise de vide, je vais faire une petite pince, juste pour donner un petit peu de souplesse à la bâche, au milieu, c'est-à-dire avoir plus de bâche qu'il y en a vraiment besoin, de façon à ce que s'il y a des petits défauts de positionnement, elle ait la souplesse de pouvoir venir se plaquer dans le moule. Alors à ce niveau-là, je prends un petit bout de joint, j'enlève la protection et je vais faire un pli dans la bâche. Et pour pas qu'il y ait de fuite, il faut absolument que dans le pli, il y ait du joint d'étanchéité. Je replie même un petit peu le joint d'étanchéité sur lui-même. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de pli sans joint dedans. Voilà. Et je suis reparti. Je considère que je peux faire à peu près 1 mètre ou 1,50 m entre 2 pinces. Je rajoute beaucoup de pinces et des pinces importantes lorsqu'il y a des formes qui sont complexes, d'accord ? Pour que la bâche puisse épouser des formes complexes, il faut qu'il y ait du surplus de bâche. Et ce surplus de bâche, on l'obtient en faisant des pinces. Alors ici, je vais faire une grande pince de façon à avoir de la marge de bâche pour qu'elle puisse aller dans le fond du moule. Donc là, c'est une pince qui fera 10 cm. Ici, pour faire la jonction, l'étanchéité entre le tuyau de sortie d'air
Et la bâche, je vais rajouter un petit peu de joint au niveau du tuyau. Donc ici, je vérifie que j'ai largement assez de bâche, que là, j'en ai même un petit peu en trop. Et je vais positionner l'entrée de résine au travers de la bâche. Donc avec une paire de ciseaux ou un cutter. Donc je la plie en 4 et je donne un coup de ciseau pour faire un petit trou. Tac. Puis je le rentre dedans, je le colle ici et hop, ensuite je tire pour qu'il n'y ait pas de pli, pas de fuite. Le vide du moule va être aspiré par la pompe à vide via ce piège à résine. C'est-à-dire que si de la résine arrive dans ce tuyau-là, parce qu'on a aspiré plus que prévu, la résine va tomber dans le piège et ne va pas repartir par le tuyau d'aspiration qui va vers la pompe à vide. Ainsi, il n'y aura pas de résine qui va jusqu'à la pompe à vide. Le principe est de protéger la pompe à vide. Donc là, je branche un des deux tuyaux à l'arrivée de résine et l'autre partira vers la pompe à vide. Donc les deux arrivées de résine vont partir d'un même récipient que l'on va mettre ici au milieu. Donc la résine sera aspirée depuis ce récipient vers l'intérieur. Mais pour que l'on puisse fermer l'arrivée de résine, on va rajouter une vanne au milieu. Donc je vais couper ce tuyau en deux. Et je vais rajouter une vanne au milieu. Là. Voilà. Ici, je vais pouvoir le raccorder à ce niveau-là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, pour n'avoir qu'une arrivée de résine à gérer, et surtout pour éviter d'aspirer de l'air, on va scotcher ensemble les deux arrivées de résine ici, de façon à ce qu'au fond du pot de résine, on n'ait qu'un point à gérer. Donc on va attraper un bout de scotch et on va les solidariser. Voilà. Et le tout plongera dans le bac de résine. On peut fermer les vannes et tester la mise sous vide de l'ensemble. Donc si l'air ne peut pas rentrer par ici et qu'on aspire au vide par les deux extrémités, normalement la bâche devrait se plaquer et c'est là qu'on détectera s'il y a des fuites. Alors je mets le vide petit à petit. Là je viens de le fermer de façon à ce qu'on ait le temps de disposer les choses correctement. Parce qu'une fois que la bâche est complètement plaquée, on ne peut plus rien bouger. D'accord ? Les spirales, on les met un petit peu vers l'extérieur. On fait en sorte que les spirales soient sur le tissu d'arrachage, quitte à déplacer un petit peu le tissu d'arrachage. On fait attention à ce que la bâche vienne bien se plaquer dans le fond. Là, on entend des bruits de fuite, mais c'est tout simplement l'air qui est dans le moule qui est évacué et qui passe par ce tuyau-là. Et c'est ça qui fait du bruit. C'est l'évacuation de l'air qui est dans le moule. Là, je mets de l'accélérateur dans la résine parce que la résine que l'on utilise n'est pas préaccélérée. Donc je l'accélère moi-même pour qu'elle ait un temps de réticulation qui convienne. L'avantage de la résine non préaccélérée, c'est qu'elle se conserve plus longtemps. L'inconvénient, c'est qu'il faut la préaccélérer. L'accélérateur que je mets là, c'est de l'octowatts de cobalt. 20, 5. Tout est prêt pour l'infusion. La résine est prête, le catalyseur. Je mélange le catalyseur à la résine, qu'il faut bien homogénéiser. Je plonge le tuyau dedans et on ouvre.
faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'air qui rentre, hein. On prépare la deuxième quantité de résine. Je la catalyse. Jamais il faut sortir le tuyau de la résine, sinon on aspire de l'air. Donc là, on va catalyser cette deuxième quantité. Et ensuite, on rajoutera la résine catalysée dans le premier bidon. Si on s'est fait un peu prendre de vitesse et que la deuxième quantité de résine n'est pas prête, on fait bien attention de ne pas aspirer d'air et on ferme les vannes. Donc ce qu'on a pu observer là, dans l'avancée de la résine, c'est que la résine a commencé par filer le long du tuyau et ensuite elle a progressé dans les fibres beaucoup plus lentement parce que les fibres ont une perméabilité qui est assez réduite. Donc là, il peut y avoir quelques bulles qui ont été emportées. Alors par contre, il faut observer si on voit circuler des bulles, ça pourrait être le signe d'une fuite. Quand il y a une vraie fuite, c'est une multitude qui arrive spontanément. Donc là, et elles sont assez longues à s'évacuer, hein. On regarde un petit peu d'où elles viennent. Des fois, elles peuvent venir des vannes, hein. Les vannes ne sont pas toujours extrêmement étanches. Donc si on ne voit pas de bulle avant, mais qu'on en voit après, c'est la vanne. Les tuyaux, peut-être plein d'électricité, ouais. Par contre, il est bien dans la résine. Attention au jeu. Vous voulez qu'on le complètement? Bon, impeccable. Pas trop d'amas. Bon, il y a un peu la trace. Ah oui, il faut enlever le tissu.